Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, bonne année, hein, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Bienvenue dans le webinaire, ce webinaire consacré au business model GRP. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Donc, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont vous présenter la démarche du business model GRP. La présentation va durer environ 30 minutes et ensuite on va consacrer un temps d'échange où là vous pourrez exprimer vos questions donc sous forme de chat. Vous avez un onglet avec un point d'interrogation où vous pourrez poser vos questions pendant le temps d'échange consacré à la fin du webinaire. Donc les intervenants qui vont vous présenter donc ce qu'est le business model GRP. Donc tout d'abord, Émilie Garcia, donc enseignante et coach et doctorante au sein de l'équipe recherche en entrepreneuriat de l'Université de Bordeaux, au sein de l'IRGO, qui est l'Institut de recherche en gestion des organisations. Également, donc, va intervenir avec Émilie, donc Dominique Tac, qui est ingénieur de carrière longue chez Thales et psychologue social et membre également de l'équipe de recherche de l'IRGO. Et donc, moi, je suis juste là pour participer à l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Olivier Guérino, détaché de Thales au sein du pôle Aerospace Valley et chargé de mission auprès des PME dans la thématique système embarqué. Donc dans l'organisation de ce webinaire, n'hésitez pas donc à nous poser des questions donc à travers le chat. Et en fin de session, vous aurez également un petit sondage que je vous invite à compléter pour la suite à donner éventuellement sur le business model GRP. Donc, je vais donner la main à Dominique qui va démarrer donc la présentation. À toi, Dominique. Merci Olivier. Mon micro est bien activé. Voilà. Bonjour à tous. Donc, alors le projet effectivement de notre webinaire est de concevoir un petit peu ce qu'est un business model de modèle GRP, pourquoi on l'utilise et au final à quelle problématique ça répond. Alors prenons à la base, tout projet économique est multi-contraint. Multi-contraint aujourd'hui, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une forme de rareté des ressources qui peuvent être mobilisées autour de nos projets, ce qui amène chacun d'entre nous à réfléchir. Et si jusqu'à présent, essentiellement, nos référentiels étaient porteurs de solutions, ces référentiels le sont toujours, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'innovation. L'innovation, c'est par définition pas dans un référentiel, c'est en dehors du référentiel. Donc, nos référentiels sont certes toujours nécessaires, mais ils ne sont plus suffisants d'eux-mêmes. On ne va plus trouver effectivement la grille de lecture complète de ce qu'est un projet dans un environnement qui serait stabilisé au sens de nos référentiels qui recensent les bonnes pratiques, les retours d'expérience et qui mettent en processus, qui mettent en procédure, qui mettent en mode opératoire, toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, comment faire front à des raretés de ressources qui sont les raretés de ressources financières, d'une part. L'argent se fait rare. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de plus en plus, nos recherches, nos développements intègrent la fonction d'innovation parce qu'il n'est plus question d'avoir des cycles longs, il n'est plus question d'avoir des démarches engageant financièrement qui soient lourdes. Il faut donc montrer là une forme d'intelligence collective, c'est l'innovation. Autour de cela, il y a l'humain. On sent très bien que derrière l'innovation, il y a des outils, il y a des méthodes, mais la créativité, l'originalité, la diversité, toutes ces choses, tous ces éléments fondateurs de ce qu'est l'innovation autour d'un projet, quel qu'il soit, c'est d'abord de l'humain. Et quand je dis de l'humain, je pense même à nos entreprises, nos structures, nos organisations de demain, qui vont aller de plus en plus d'un modèle de gestion des ressources humaines à un modèle donc d'un modèle GRH vers un modèle GHR, gestion humaine des ressources. On recentre donc nos modèles de pensée, nos modèles d'action
autour de l'humain, en sachant qu'aujourd'hui, la grande différence qui est porteuse de richesse, de diversité, c'est l'humain. Il faut donc intégrer cette nouvelle composante, ou tout au moins la recentrer et la remettre en avant dans nos projets. Évidemment, derrière, rareté du temps, les cycles sont donc de plus en plus courts, les obsolescences étant ce qu'elles sont, les projets ont des temps de cycle également de plus en plus courts, et il faut donc, face à ces contraintes journalières d'événements qui surviennent, regardez cette pandémie, comment elle bouleverse tous nos plannings, tous nos perspectives, combien nos business plans qui font sur le court, moyen, long terme des hypothèses d'évolution de gamme pour des time to market ou des choses comme ça. Eh bien, aujourd'hui, on sent que cette façon de piloter, même si elle reste d'actualité, bien évidemment, ne satisfait plus complètement le besoin d'être en adaptation permanente et en mobilisation permanente de toute une équipe autour d'une finalité. Donc, être en adaptation permanente, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une forme d'agilité et que le final cut de la décision de l'immédiateté, elle est plutôt poussée par une décision d'incertitude plus que d'une simple probabilité, comme on pourrait le faire classiquement. Donc, cette adaptabilité, c'est donc bien lié à des comportements, à des grilles de lecture qui nous permettent d'appréhender un univers de plus en plus complexe, et si ce n'est de le maîtriser, ou tout le moins d'en comprendre les différents leviers. Donc l'approche du business model que l'on évoque aujourd'hui, que l'on vous propose, c'est une mobilisation, une fédération de notre effort, de l'engagement, non plus autour du comment on fait les choses, nos référentiels, même si bien évidemment on se doit toujours à être en bon respect de conformité sur nos contrats, nos normes, bien évidemment, mais il faut le consolider avec un autre point de vue, tout point de vue n'étant que la vue d'un point, avec un autre point de vue qui justement va apporter cet aspect différenciant par rapport à une stratégie autre, ce sont les valeurs. Donc on vous propose une avancée par les valeurs en se disant que quel que soit le projet, quel que soit notre engagement, eh bien, au final, on se pose 3 questions fondamentales à laquelle il faut maintenant considérer nos prises de décision et notre façon d'agir. C'est quelle valeur ajoutée apporte notre projet dans un environnement, dans un contexte donné, quelle en est la valeur ajoutée, et il est vrai que là, c'est une valeur ajoutée essentiellement technique, mais ça peut être aussi d'image, ça peut être d'un tas de choses. Et cette valeur ajoutée, comment nos clients le perçoivent? Valeur perçue. Comment tout cela est perçu? Nous pouvons avoir la plus belle des idées, la plus belle invention que ce soit. Si elle n'est pas perçue comme telle par le marché, elle ne pénétrera pas le marché. Et dernier point de vue, c'est que tout cela n'est intéressant et ne peut pénétrer une communauté au sens de l'innovation. J'abandonne une pratique ou je fais mienne une pratique nouvelle et elle est pérenne dans mon utilisation, c'est la valeur d'usage. Donc, au final, le business model par les valeurs, GRP voulant dire générer, rémunérer, partager les valeurs, eh bien, c'est cette approche-là qu'on vous propose qui met en avant l'humain dans son levier innovation. Et derrière, pour résumer et conclure cette introduction, on vise à quoi faire? En fait, à rechercher l'alignement de 3 choses qui sont l'alignement stratégique. J'ai une stratégie globale, avec un alignement concurrentiel. Que fait notre concurrent? Quel est le grand tendanciel concurrentiel? Et quel est l'alignement opérationnel? Au niveau du projet, voilà, comment aligner cet ensemble de facteurs pour donner cette cohérence en ligne, cette perception de cohérence et au final, forcément, un usage derrière. On parle bien donc d'une approche systémique et le business model, eh bien, on se propose donc de continuer de piloter nos projets avec la triptyque traditionnelle planning, temps, coût et délai, et performance, mais aussi avec un autre point de vue maintenant qui est ces 3 valeurs, mais pour quelle valeur ajoutée, pour quelle valeur d'usage et pour quelle valeur perçue. Nous sommes bien donc dans un pilotage où on considère que le chef de projet est myope. Comme un myope, il ne peut plus être dans la prévision complète et les myopes savent que le meilleur moyen de voir clair, c'est d'avancer, de s'engager et d'être dans l'agilité. Nous offrons donc avec ce business model un outil d'aide à cette agilité en permettant de faire un 360 degrés sur tout ce qui se passe et de reconsidérer un pilotage autour des stratégies qui vont émerger de nouvelles situations, de nouvelles dispositions et de nouveaux choix. D'où la nécessité de faire évoluer son business model.
Alors pour ça, on a à l'Université de Bordeaux un centre d'innovation sociétale qui a été donc labellisé comme tel par l'université, qui s'appelle le GRP Lab, qui a été conçu par, qui est d'abord un produit issu de la valorisation de la recherche conduite par l'équipe entrepreneuriat, qui elle-même est dirigée donc par le professeur Thierry Verstraete. Ce GRP Lab, ce centre est à la fois un centre de ressources, donc qui a été initialement conçu pour la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des projets entrepreneuriaux, qui se déclinera, on en parlera tout à l'heure, hein, qui se décline sous différentes formes et sous différents produits. Mais le cœur en fait du GRP Lab a été de s'interroger sur comment on conçoit un projet et notamment autour du concept de business model. Concevoir un projet, eh bien, écoutez, on est dans le symbolique, un dessin valant 1000 mots. Vous avez là, sur ce slide, le sens des choses. Concevoir un projet, c'est modéliser. Modéliser, une modélisation, vous en avez, j'imagine, l'habitude, c'est simplement avoir un transducteur qui permette d'apporter de la rationalité à quelque chose qui est tellement complexe, eh bien, qu'il faut le comprendre pour pouvoir le manipuler. Derrière cette forme de compréhension, si je continue les analogies, la modélisation, c'est cette carte hygiène qui nous fait pénétrer un territoire et qui va nous donner un modèle de représentation du territoire qui va nous permettre de comprendre non pas le territoire dans sa culture, dans tout ce qu'il comporte, mais d'adopter des cheminements, des trajectoires, parce que l'hygiène décrit parfaitement, nous donne cette grille de lecture de la trajectoire dans un environnement nouveau, novateur, puisque nous sommes là quand même très orientés dans la compréhension, valeur ajoutée, valeur perçue, valeur d'usage. C'est l'idée de cette route qui montre qu'au final, on donne du sens. L'idée, c'est de donner du sens, mais pas simplement du sens pour nous, mais aussi du sens qui fait sens. Qui fait sens à qui? À l'écosystème dans lequel nous intervenons, à nos partenaires. C'est important que nos partenaires nous comprennent, qu'il y ait donc un référentiel de sens, donc de valeurs qui soit commun et partagé. J'entends dans la notion de sens le sens de la direction, mais aussi le sens de la signification, mais aussi nos propres sens. L'humain étant prévalent dans cette nouvelle façon de piloter, où on recentre sur l'humain, eh bien, nous avons nous-mêmes nos modèles de représentation, nos modèles de perception. Donc, vous voyez, c'est vraiment le sens qui fait sens et cette préoccupation constante de dire il me faut avoir une grille de lecture pour comprendre et agir. Nous sommes donc dans ces modèles où à l'émotion de la compréhension va succéder des décisions d'agir. Et je vais travailler comme un myope, j'avance. Et ma réaction, mon agilité, c'est de dire quand je mesurerai un événement, eh bien, comme le représentent ces routes, il me faut tourner à droite, eh bien, je prendrai un autre cheminement. Pour faire la dernière analogie sur ce slide, nos business models, nos façons de planifier, jusqu'à maintenant et encore maintenant, c'est au final décider d'un chemin. Tous les chemins, je dois aller à Rome, tous les chemins mènent à Rome, je choisis de manière prévisionnelle un cheminement et je m'y tiens. Eh bien, avec une perception comme celle-ci où on capte les stratégies émergentes de façon à pouvoir les piloter et à réagir avec agilité face à cela, eh bien, maintenant, l'idée, ça n'est plus d'être simplement dans la planification, mais la planification adaptative. C'est-à-dire qu'on va adapter, on ne va pas se contraindre forcément dans un piège abscon de tenir un planning à tout prix, ce qui nous amène parfois à des décisions difficiles et à perdre peut-être parfois la maîtrise des choses. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, eh bien, avec agilité, adaptons nos plannings. Ce qui est important, c'est cette deadline, c'est cet objectif final. Nous changeons dans ce que nous appelons un modèle collaboratif et non plus coopératif, où souvent la maîtrise se fait par silo, avec cette hypothèse que la somme du tout, la somme du détail fait le tout. Non, là, on est véritablement dans 1 + 1 = 3, c'est la synergie, c'est l'intelligence collective. Donc derrière, il nous faut, et ce sera le slide suivant, ce qu'il nous faut, c'est donc un jeu de compréhension, une grille de lecture qui nous amène à cette approche systémique. Et l'approche systémique, eh bien, c'est mettre en évidence, comme le fait ce slide, tous ces liens d'interdépendance critique, c'est-à-dire une petite évolution, quelque chose qui bouge d'un côté, eh bien justement, parfois dans l'ombre, eh bien maintenant, il faut en comprendre toutes les interdépendances pour pouvoir être dans cette agilité de réagir avec plus de sens possible et le plus je dirais, de pertinence dans les choix nouveaux.
Donc nous, on considère sur la méthode GRP que tout projet, et en l'occurrence en ce qui nous concerne, tout business est un système complexe, donc d'éléments en interaction. Alors le business model a trop longtemps été peut-être trop réduit à la création de valeur, ce qui bien sûr est une composante qui est incontournable. Mais nous, très clairement, on a voulu dans le business model GRP donner une place importante à l'environnement, notamment avec une rubrique qui s'appelle le partage de la valeur, via laquelle on va pouvoir réfléchir d'abord avec qui on travaille, qui sont nos parties prenantes, que ce soit en amont ou en aval, nos clients, nos fournisseurs, des prescripteurs, toute autre partie prenante qui va pouvoir accompagner à faire émerger le projet et faire décoller le business. On va s'interroger également sur les règles du jeu autour de cette création de valeur, c'est-à-dire quel est l'environnement, quelles sont les conventions, quels sont les us et coutumes avec lesquels on va devoir composer pour faire en sorte que le projet puisse éclore et vivre. L'objectif à travers ce business model, c'est d'abord bien sûr de s'attacher, parce que le BM est souvent perçu comme un outil de communication. Ça a été le cas dans les années 90 avec la résurgence du concept et les entreprises de la net économie, mais on s'est rendu compte très vite en fait que le BM a évolué vers un outil de conception qui derrière a permis en fait aux porteurs de projets de pouvoir bien expliquer et convaincre aux parties prenantes potentielles quelle était la valeur ajoutée dans l'organisation présentée. Et le BM est également un outil qui nous semble particulièrement utile pour pouvoir définir une stratégie et voire même réinterroger cette stratégie et se dire aujourd'hui les objectifs de chiffre d'affaires sont pas atteints, dans l'environnement on a un fournisseur qui se dédie, on a peut-être des clients qui n'adhèrent plus. Comment on va avoir cette approche systémique et se dire quelle est la composante aujourd'hui qui est entre guillemets défaillante ou sur laquelle on a une évolution de l'environnement, comment on va pouvoir agir et surtout quelles vont être en fait les interactions et quelles vont être finalement les conséquences et les impacts sur l'intégralité du système. Et c'est vraiment cette approche systémique qui permet d'abord de donner de la cohérence, du lien et de l'intelligibilité à l'organisation. Deuxième approche du business model que l'on a aujourd'hui, c'est l'approche en matière de pilotage. Aujourd'hui, on se rend compte que le BM, dans ses usages, en fait, il est souvent rédigé, conçu et soigneusement archivé dans un dossier et qu'il est très peu réutilisé en matière de pilotage, alors que finalement, on pourrait autour de ces composantes et de la vision stratégique que l'on a donnée dans ce BM, y adosser des indicateurs et peut-être que ces indicateurs pourraient constituer aujourd'hui finalement des signaux faibles et forts sur bien l'évolution de l'environnement et du BM et de ses implications. Nous, on considère dans l'équipe GRP qu'en termes de définition, il y a eu plus d'une centaine de définitions autour du concept de business model, mais que le business model est une représentation partagée qui est relative à la génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de cette valeur. D'où le nom du modèle, business model GRP. Alors, ce business model, si on essaye de le matérialiser un petit peu, vous avez là, présenté devant vous, ce que l'on appelle dans cet environnement un poster. Donc, ce poster, il synthétise les différents champs de préoccupation, de questionnement qui font que, autour d'une problématique, projet, création, un regroupement, tout un enjeu qui vise à atteindre une finalité à partir d'une source de revenus, d'une idée, et puis aussi d'un écosystème établi dans lequel je veux adhérer et trouver des partenaires. Il y a un certain nombre de champs de questionnement qui sont spécifiques. 360 degrés, c'est donc se poser non pas 360 questions, mais prendre 9 points de vue, tout point de vue n'étant que la vue d'un point, 9 points de vue qui vont éclairer l'ensemble des choses. Et c'est tous ces points de vue-là qui, combinés dans la réflexion, un petit peu comme on pourrait le faire avec un SWOT, qui, combinés dans la réflexion, apportent justement, fait jaillir, fait émerger ces stratégies nouvelles en disant, mais là, tiens, il y a quelque chose qui apparaît. Et effectivement, si je le considère avec le point de vue de tel type volume des revenus par rapport à l'écosystème, etc., là, il y a peut-être une grille de lecture qui me donne, si ce n'est un avantage concurrentiel ou un avantage de maîtrise sur un environnement donné et sur mon projet, qui me donne une certaine clarté propre à des choix
plus pertinent. Donc là, vous retrouvez, parce que j'imagine que vous avez quand même un peu l'habitude de ce qu'est le business model, un certain nombre en ligne, un certain nombre de rubriques qui vous sont connues, proposition de valeur, fabrication de valeur, la rémunération de la valeur, source, volume, performance, et puis partie partage qui concerne les parties prenantes, conventions et l'écosystème. Pour marquer un petit peu la différence de ce GRP, la valeur ajoutée, et que vous le perceviez pour en faire un usage, vous voyez, je commence à adopter le vocabulaire, je vous propose de faire succinctement un petit focus sur 3 champs qui sont, nous semble-t-il, des champs extrêmement pertinents au sens de l'apport, hein, au sens du questionnement et au sens de la valeur que cela approche. Alors, le mot valeur est fort, il est important parce que ce qui compte dans un projet, c'est essentiellement d'abord le porteur. Qui porte le projet? Aujourd'hui, nous sommes dans des besoins, comme tout se raréfie, on replie sur l'humain. Innovation, c'est l'humain. Et le projet, maintenant, eh bien, c'est pas le projet qui draine des hommes, c'est des hommes qui amènent un projet. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que derrière la notion de porteur, de plus en plus, nos contacts se sont sur des temps courts. Il faut créer de l'émotion. Hein, tout le monde sait que maintenant, on tend de plus en plus vers des présentations de type pitch sur des temps courts qui visent à créer une émotion pour engager une logique d'action, que ce soit une réunion, envie de suivre. Il faut qu'on se reconnaisse et qu'on s'identifie avec les porteurs. Donc, cette notion de porteur apporte la légitimité et apporte la crédibilité. Et aujourd'hui, avant de juger même de l'innovation d'un questionnement, c'est « mais qui es-tu » et que veux-tu être et quelle est ton histoire? Nous sommes dans un exercice de storytelling. Et il faut maintenant raconter pour faire adhérer de plus en plus les gens. De moins en moins, nous allons fédérer sur comment on fait les choses. La vision un petit peu antérieure des compétences et du comment je fais, des grands référentiels de pratique, faisait qu'on se fédérait en disant on travaille de la même façon, nous avons les mêmes pratiques. Évidemment, cette brique reste importante. Mais aujourd'hui, il est difficile de mobiliser parce que chacun est au final, et pas forcément à tort, persuadé que sa pratique est la meilleure. Donc, il y a toujours ce phénomène de coopétition où les gens adhèrent à une pratique commune et à un moment donné ont envie de replier parce qu'il y a de l'urgence, parce qu'il y a un peu de pression à leur propre pratique. Et c'est au détriment d'une collectivité et d'un projet commun. Là, l'idée, c'est de dire, eh bien, laissons faire cela, laissons à chacun adopter son comment faire les choses, mais fédérons sur des valeurs. Et on est prêt à se fédérer sur des valeurs, parce que les valeurs, on s'y retrouve bien plus facilement que sur de comment pratiquer. Donc, cette notion de porteur, elle est fondamentale. Et se présenter des projets dans l'exécutif summary ou des choses comme ça, en insistant sur la légitimité, la crédibilité, l'histoire que nous sommes, voilà, est quelque chose de très séduisant dans une société qui aujourd'hui s'interroge sur ce qu'est le porteur pour qu'on fait des projets. On parle maintenant d'utilité sociale. Nos projets doivent mettre en avant l'utilité sociale, plus même que l'intérêt général. Tout est rare. Et ce que l'on veut, c'est un retour à voilà, tout ce qui est autour de nous est anxiogène, tout ce qui est autour de nous est inquiétant. Il faut replier sur des choses qui nous rassurent, les valeurs. Voilà, on s'y retrouve et on y adhère. Cette notion de porteur est fondamentale. Autre notion importante, les parties prenantes, bien évidemment, parce que les parties prenantes, c'est qu'est-ce qui fait que ce partenaire va m'apporter une compétence que je n'ai pas ou un autre intérêt, ça vous y êtes habitué. Le questionnement là est surtout, qu'est-ce qu'il fait qu'il va rester mon partenaire et qu'il ne va pas à un moment donné. Donc, se posent les questions-là de mais pourquoi serait-il avec moi? Pourquoi reste-t-il avec moi? Et pourquoi ne devient-il pas mon concurrent? Surtout que sur des secteurs assez fermés comme les vôtres, l'aéronautique, l'argent étant rare, nous sommes souvent concurrents et après, on se retrouve dans le même consortium pour mener un projet une fois qu'il a été adopté. Parce que c'est compliqué, qu'au final, l'expertise est tellement importante qu'au final, l'écosystème est assez restreint en rationalité limitée. Donc, parfois, il y a, mais vous le savez, des faux amis ou des problèmes qui peuvent émerger parce qu'on se retrouve confronté à l'opposition des commandes. Les valeurs sont importantes. Donc, la convention, eh bien, c'est écrire très simplement les règles. Être innovant, ça ne veut pas dire être abscon des règles. Non, bien s'en faut. C'est avoir des règles qui sont des règles d'ouverture et des règles que l'on va poser très rapidement, considérer très rapidement avant les soucis. On n'arrivera pas à poser des règles sur une table en phase d'urgence ou en phase de crise. Les règles seront acceptées si elles sont équitables, discutées, partagées et qu'elles permettent de réguler une crise. Et puis derrière, il y a les us et coutumes. Il y a toutes ces choses que l'on ne dit pas et qui font que satisfaire, c'est simplement dire mon client est satisfait parce que j'ai offert une prestation de conformité au contrat.
conforme en délai, conforme au coût, conforme dans le respect des cahiers des charges. C'est un client satisfait, donc je n'aurai pas de souci majeur, mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas insatisfait. Et l'insatisfaction, c'est terrible parce que l'insatisfaction, c'est la fidélisation. Gagner un client une fois, un marché une fois, c'est bien, mais que le client revienne et que l'on devienne leader sur un marché, c'est mieux. Et cela, eh bien, c'est combattre l'insatisfaction. C'est pas parce que je respecte le combat que le contrat, pardon, que derrière le client est satisfait. Combien de fois on sort d'un restaurant en disant qu'est-ce qu'on a bien mangé, mais j'y retourne pas, j'ai attendu 1 heure entre les repas, c'est inadmissible. Et ça, c'est de l'insatisfaction. Donc, ce qui est important, c'est de se poser la question au-delà des conventions écrites, les normes, tout ce qui doit être respecté. C'est aussi, mais quels sont les coutumes et les usages? Nous sommes sur des secteurs extrêmes, qui ont une histoire. Nous sommes avec des gens qui ont eux-mêmes un storytelling, un récit de vie. Nous sommes sur des métiers qui eux-mêmes portent des us et coutumes. La politesse, c'est quelque chose, c'est une convention. Quand on rentre dans une salle, qu'on s'assoit et qu'on prend la parole sans se présenter et sans dire bonjour, nous sommes tout de suite dans des modèles de représentation qui sont négatifs et en tout cas qui ne sont pas dans le référentiel commun et partagé. Et cela, ça a des incidences profondes d'insatisfaction. Et un client insatisfaction ne nous apportera pas en période de crise les aides et les soutiens qu'il pourrait avoir envie de donner dans un cadre plus normé. Et dernier point important, c'est l'écosystème. Il faut s'interroger sur l'écosystème. L'écosystème, quand on pénètre un écosystème, eh bien, il y a tout ce qu'on perçoit d'une manière extrêmement directe et puis il y a toutes ces petites contrariétés, ces petites remises en question, toute cette équidistanciation des choses que l'on va bouleverser en apportant, en accompagnant une idée nouvelle qui va mettre en place un certain nombre d'agitations. Et je conclurai là-dessus. L'écosystème, pour moi, c'est l'image d'une mare. Vous observez une mare, la mare est complètement fluide, rien ne bouge, il n'y a pas un remous, c'est extrêmement calme, c'est apaisant. On aime regarder cela, mais derrière, tout le monde est d'accord que là-dedans, il y a une faune, il y a une flore, c'est très vivant. Mais tout ça ne bouge pas, il n'y a pas de vague. C'est-à-dire que chacun a trouvé sa place, l'organisation joue son rôle, c'est équidistant en termes de répartition. Et vous arrivez avec votre projet, avec votre sollicitation, vous jetez un pavé dans la mare. Et plus le projet est important, plus le pavé sera lourd. Et qu'est-ce qui se passe? Cette mare, vous en rompez l'équilibre et l'harmonie. Il y a une onde qui se déplace et cette onde, elle bouleverse tout l'écosystème. Et l'écosystème doit se remettre en place. Et vous bouleversez un écosystème. Et vous devez penser, et c'est l'apport de ce business model, à dire attention, je vais mettre peut-être des gens en difficulté, je vais bouleverser un équilibre. Mon projet apporte une innovation, des idées nouvelles, mais je dois aussi m'intéresser aux préjudices. Et c'est cela les valeurs, c'est aussi s'intéresser à ce que l'on va bouleverser et essayer de l'anticiper, de le prendre en compte et apporter, si ce n'est une solution, des amorces de solutions à cet écosystème dans lequel je dois être, si ce n'est intégré, au mieux assimilé. Et ce sera ma conclusion pour ce slide. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur cette méthode GRP Lab et surtout sur ces outils, vous avez d'abord un site ressource, le grplab.com. Nous, on a travaillé dans un premier temps avec l'équipe de recherche sur le business model comme outil de créativité, notamment en contexte de projets émergents, en contexte de start-up, en contexte de projets entrepreneurial. Ensuite, on a décliné l'outil comme un outil de diagnostic. Et puis, aujourd'hui, la troisième phase du travail consiste à travailler sur à mettre au jour en fait des cas de business model qui ont été utilisés pour leur fonction de pilotage. Le business model permet, nous semble-t-il, d'avoir d'abord une approche évolutive de l'organisation. Le concept est lui aussi connu différentes phases d'études, d'approche et de travaux. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez un certain nombre de ressources, notamment des cas pratiques, des vidéos, et puis un outil qui vous permet, bien entendu, de rédiger, de concevoir votre business model en ligne. Un outil, le GRP Storyteller, qui sécurise également les données qui y sont déposées, puisqu'il est hébergé sur les serveurs de l'Université de Bordeaux, notamment. Voilà pour cette présentation. Le temps qui nous a été imparti, les 30 minutes, est déjà le temps est écoulé. On a vraiment voulu laisser un temps important suffisamment long pour les questions. Je vais pour ça passer la main à Olivier Guérino, donc qui va animer ce temps d'échange et peut-être commencer à prendre les premières questions. Merci Émilie, merci Dominique pour la présentation. Donc,
Vous avez donc l'opportunité, comme je le disais au début, de poser vos questions à travers l'onglet questions, point d'interrogation. Donc, alors j'ai reçu quelques questions. Donc, la première question, mais que tu as un peu évoquée, mais peut-être tu pourras le présenter plus en détail, c'est en support à cette méthode, quels sont les outils mis à disposition par le GRP Lab? Émilie? Alors, oui, effectivement. Donc, sur le site GRP Lab, d'abord, il y a la web-série numéro 1 qui est composée de 13 vidéos pédagogiques qui va à la fois faire un focus sur les origines, sources et bon sens de l'expression business model. Ensuite, vous avez donc dans ces 13 vidéos, eh bien, un focus qui est fait sur chacune des composantes du BM et notamment on démarre par le porteur. Nous, on considère qu'effectivement, derrière un projet, d'abord, il y a des hommes, des porteurs de projets, un ou des porteurs de projets et tout un ensemble de parties prenantes à satisfaire. Donc, premières ressources qui sont vraiment utiles et pédagogiques, alors conçues bien entendu pour un public au départ d'étudiants, mais qui, vous verrez, sont plutôt accessibles à tous. Deuxième outil que vous allez pouvoir trouver autour de cette méthode GRP, un applicatif qui est donc le GRP Storyteller. On considère dans l'équipe que écrire aide à concevoir et on encourage et on demande, nous, de manière un peu plus formelle aux étudiants en matière d'enseignement de rédiger. Alors après, vous le savez, hein, dès que vous allez aujourd'hui répondre à des appels à projets régions, aller démarcher des structures d'accompagnement pour intégrer des incubateurs notamment, le BM est attendu. Donc à travers l'outil GRP Storyteller, vous allez pouvoir à distance et de manière collaborative et en toute sécurité compléter les fameuses 9 composantes du BM et pour pouvoir expliquer de quoi il s'agit, qui porte le projet et dans quel écosystème le projet s'inscrit. Troisième ressource qui nous semble intéressante pour vous, d'abord vous avez des études de cas, alors toutes n'ont pas été, tous les travaux de l'équipe de recherche n'ont pas été publiés pour des questions bien entendu de confidentialité, mais vous allez trouver des études de cas dans GRP Stories qui vont porter sur des projets de start-up, d'innovation technologique, de viticulture. Là on est plutôt sur des projets de diagnostic, enfin des BM en lien avec le diagnostic, des projets de services, de commerce, de restauration, d'économie sociale et solidaire. Le BM a été GRP expérimenté sur différents types de projets, de taille et également de secteurs d'activité, dont quelques-uns vous sont présentés sur le site. En complément, et je devance un peu les messages que l'on voulait vous délivrer aujourd'hui, nous proposons aux adhérents d'Aerospace Valley qui, notamment parmi vous, seraient intéressés pour aller plus loin sur la méthode GRP et peut-être l'appliquer, et surtout l'appliquer à leurs propres organisations, un workshop d'une durée de 2 demi-journées, donc 2 fois 3 heures, qui aura lieu le 18 et le 25 février au matin a priori. Olivier Donguerino vous adressera au terme de ce webinaire un formulaire pour essayer de voir et de sonder les personnes qui seraient susceptibles de participer à ce workshop. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'abord dans la prise en main du BM GRP, bien sûr, de vous donner quelques exemples plus précis qu'on ne l'a fait là sur la demi-heure qui vient de s'écouler, de vous outiller, et puis derrière de pouvoir vous mettre vous-même en mouvement sur vos propres BM en tant qu'outil en fait d'aide à la réflexion sur des projets d'innovation, d'évolution ou d'adaptation à cet environnement qui est tellement changeant depuis maintenant presque 10 mois. Voilà pour la partie workshop. Donc, merci, si Émilie. vous avez des questions. Oui, alors justement, il y en a beaucoup. Donc, il y a une question sur est-ce qu'il y a des exemples de projets réussis ayant utilisé ce modèle? Alors, on en a beaucoup parmi
nos étudiants diplômés qui après ont lancé des projets plutôt non, il y a eu de tout. Il y a eu des startups, il y a eu des projets de restauration, il y a eu des projets numériques à travers notamment les projets qui ont été accompagnés par l'incubateur de l'Université de Bordeaux. Des success stories, qu'est-ce que je peux vous dire, vous donner comme exemple? On a eu Grip notamment qui fait des pièces 3D pour notamment pour des propriétaires de voitures de collection. Après, voilà, qu'est-ce que vous entendez vous par succès? Est-ce qu'on est sur du succès économique? Est-ce qu'on est sur du succès en matière de notoriété? Est-ce qu'on est sur du succès en matière de durabilité? On a une diplômée qui a utilisé le BM également pour lancer une marque de chaussures et de maroquinerie vegan et qui a connu un succès économique très important auprès de marchés de niche. Oui, je pourrais vous en donner et vous montrer des cas plutôt à l'occasion de la formation que maintenant. Alors, j'ai une autre question. Comment peut-on concilier une adaptabilité du planning projet et pourtant le respect de la deadline initiale? Alors, je pense que je peux apporter quelques éléments de réponse. Alors, bien évidemment, on sent qu'être réactif, c'est de ne pas se sentir prisonnier d'un chemin critique. Le problème de nos plannings, c'est qu'elles amènent un cheminement critique qui est ce chemin le plus long où, effectivement, entre le T0 et le T fin, nous n'avons pas de marge. C'est à peu près comme cela qu'on planning. Alors, il y a déjà une première approche qui est la rétro-ingénierie du planning, hein, c'est-à-dire on fait du rétro-planning. L'intérêt du rétro-planning, et ça maintenant c'est de plus en plus un point de vue qui est considéré, on construit nos plannings en disant j'ai une deadline, hein, je peux pas, au-delà c'est le fossé, ça m'est interdit, d'où ce nom de deadline, et je vais donc imaginer ma réorganisation. Alors, qui pourrait être presque, si vraiment je suis dans une vraie crise d'urgence, un vrai problème de fond, pourquoi pas tout reconsidérer dès l'instant que ma deadline ne bouge pas. Donc, c'est un effort d'intelligence et de collaboration. C'est pour ça que l'humain est important, c'est-à-dire que la mécanique de l'enchaînement des tâches, c'est aussi contraindre. C'est-à-dire que derrière la notion d'adaptabilité, il y a des comportements plus collaboratifs que coopératifs qui apparaissent. Nos plannings, généralement, sont bâtis sur une somme de planning de silos métiers qui font chacun le leur et qui, évidemment, déploient une forte intelligence d'organisation, hein, ils savent et vous savez le faire, c'est-à-dire optimiser vos cheminements, faire au mieux, vous savez vous contraindre, dès le départ vous savez vous donner des objectifs de gain de parcours, voilà, d'être dans ce qu'on appelle l'efficience, mais là on parle d'une agilité, c'est-à-dire qu'on va encore au-delà de ça. Donc aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au final, la méthode n'est pas remise en cause dans ce que je viens de dire. Il est bien question de reconsidérer à partir d'une deadline comment travailler différemment, mais on le sent qu'il faut être dans des structures et des organisations beaucoup plus agiles et donc moins en silo. Le silo métier qui porte la responsabilité, le modèle coopératif est un modèle très sûr, très métier, qui apporte toutes les garanties de conformité à la fiche de l'eau considérée. Par contre, sa faiblesse, c'est la solidarité dans le succès et dans l'échec. Quand quelque chose part en divergence, eh bien, il y a ces freins naturels d'un milieu à l'autre, d'un silo à l'autre, parce que l'équipe n'est pas véritablement configurée en collaboratif. C'est-à-dire que ce modèle derrière amène des pratiques managériales qui ne sont pas bouleversantes, qui ne sont pas complètement restructurantes, en disruption, mais qui apportent une vision qui doit être plus commune et plus partagée. Il faut trouver de l'intelligence collective. D'où l'intérêt de ce business model qui appuie sur le porteur et qui appuie sur les parties prenantes en disant aujourd'hui, ces parties prenantes, elles doivent être en boucle courte, elles doivent être de plus en plus dans l'agilité, dans ces choses que l'on fait par ailleurs. Après, il n'y a pas un modèle type qui nous permet de nous adapter. On est véritablement, j'ai une stratégie émergente qui apparaît parce que quelque chose a bougé. Ma grille de lecture GRP me l'a fait prendre conscience. Je joue toutes les interpendances critiques, je vois là où je pourrais jouer, là où sont mes leviers de souplesse et d'ajustement, et je déploie une intelligence collective avec mes partenaires, avec mes équipes, en oubliant peut-être un peu le silo métier et en prenant cette solidarité dans le succès et dans l'échec du plan d'action que je vais mettre en place. Bien évidemment, la contrainte, c'est la deadline. Il n'est pas question de remettre en cause une deadline. Alors,
j'ai une autre question. On s'y attendait à celle-là. Quelle est la différence avec le Canvas Model? Alors, sur le business model Canvas, alors bon, d'abord, il y a bien sûr des questions d'antériorité. Dans un article de 2016, il y a 2 auteurs qui ont repéré plus de 45 modélisations autour du business model et puis plus de 90 représentations graphiques dans des revues. Donc, le business model, alors bien sûr, le Canvas a fait une percée internationale parce qu'il était ludique, parce qu'il était pédagogique, parce que l'ouvrage Business Model Génération était particulièrement bien fait et extrêmement accessible en fait pour tout le monde. Quand on regarde les 2 posters entre le Canvas et le BMGRP, vous verrez que d'abord dans le Canvas, il n'y a pas la partie porteur et il n'y a pas la partie convention et écosystème. Et vraiment la valeur ajoutée autour du GRP, ça va être de se dire, d'abord un projet, ce sont des hommes et des parties prenantes et ensuite, après bien sûr, il va falloir travailler sur une proposition de valeur innovante qui réponde à des marchés, c'est évident, qui est également bien sûr une ambition économique, bien entendu, qui derrière clarifie toute la partie économique que l'on connaît autour du business model. Donc, d'abord, nous, on plaide un peu pour une variété dans les outils parce que voilà, avoir un seul modèle unique et international, on se dit que un peu de diversité, ça peut-être être intéressant en matière d'approche. Et notre objectif vraiment avec le BMGRP, c'était de changer de lunettes et de dire il n'y a pas que de la proposition de valeur aujourd'hui autour d'un business model. On considère qu'il y a une approche beaucoup plus systémique avec une interaction aujourd'hui entre les composantes qui est forte et que ce projet il est porté par des hommes, avec des partenaires et que le projet pour nous l'entrepreneuriat de manière générale est un phénomène fondamentalement partenarial. Sans partenaire, pas de ressources et sans ressources, pas de projet. Donc voilà, trois composantes qui n'apparaissent pas d'abord dans le Canvas et puis cette dimension éminemment, comme l'expliquait Dominique au démarrage, humaine. Enfin, tout projet repose sur des hommes avant même d'avoir une proposition de valeur. Alors, j'ai une question sur l'accompagnement des clients à cette transformation vers cette vision systémique. Est-ce qu'on a des processus liés à cet accompagnement qu'on peut proposer? Alors, je peux tenter une réponse. Alors, effectivement, là, on pointe sur une conséquence importante de tout cela. C'est-à-dire que la partie prenante, elle devient fondamentale, dans le sens où, on l'a compris, on est sur un système d'intelligence collective qui se veut collaboratif. Et derrière, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est 3 choses. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. C'est une culture instrumentale, vous la maîtrisez parfaitement. C'est de l'animation d'équipe, vous maîtrisez. Et puis, c'est la conduite du changement. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager un projet sans se dire il induit un changement. Et cette pratique-là induit un changement qu'il faut accompagner. Donc, effectivement, il faut expliquer, il faut donner le sens des choses. Il faut expliquer à un client pourquoi en plus de se demander pourquoi tel écart a un attendu, avec notre réflexe de culture instrumentale qui est de dire tout de suite plan d'action en correction, plan d'action en prévention et derrière système de précaution et comment être précautionneux, c'est-à-dire informer de ce qui s'est passé pour que l'erreur ne se reproduise pas, même si elle a été au final une source d'apprentissage, comment faire qu'elle ne se reproduise pas. Et bien là, c'est expliquer aux clients qu'on va aller plus loin dans la démarche et c'est des réunions, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être plus de points contact avec un client, mais sur des durées beaucoup moins longues, qui vont être plus sur des standards courts, qui sont des standards d'échange d'informations où le sens est l'élément essentiel de l'ordre du jour. Parce que derrière, piloter à la stratégie émergente, qu'est-ce que c'est? C'est se demander, puisque comme l'a rappelé à juste titre Émilie, l'humain, eh bien, pourquoi tel comportement, et c'est là qu'on apporte un nouveau point de vue, pourquoi tel comportement ou telle situation imprévue se développe et génère un risque, c'est aussi s'interroger en quoi ce comportement fait sens dans le contexte actuel. C'est-à-dire tout ce qui se passe, écart, etc., c'est un petit peu la vision plus orientale de ce qu'est le management de projet. Toute crise est une opportunité. Nous, dans notre culture judéo-chrétienne, toute crise est d'abord une nécessité de la combattre pour revenir à un état de stabilité initiale. Non, toute crise, et c'est un petit peu l'apport de ce modèle, c'est de dire, mais là, il y a une opportunité peut-être de faire émerger ou de prendre une opportunité différenciante qui va apporter un certain nombre de choses. Et comme on est agile, on n'aura pas
de crainte à, comment dirais-je, prendre une autre orientation. C'est un petit peu le chemin routier que vous avez vu sur le slide, d'une route qui tourne à droite, à gauche, mais qui suit une géophysique, hein, c'est-à-dire qu'il y a des vallons, il y a des accidents, voilà, et tout cela fait qu'on ne peut pas aller, on n'est plus dans le management linéaire, on est dans un management maintenant d'adaptabilité permanente. Évidemment, vu de loin, si on n'informe pas, si on ne met pas le client en partenariat avec cela, eh bien, le client, il se dit, mais il n'y a pas de pilote à bord. Qu'est-ce que c'est que ça, que ces gens qui prennent à droite et qui demain me disent, non, maintenant, on va aller à gauche. C'est un petit peu ce qui se passe avec notre pandémie. On a l'impression que rien n'est piloté. Non, c'est de l'adaptabilité au quotidien. Et ce dont on souffre, c'est un problème de communication et d'information. Il faut donner le sens. Pourquoi on fait cela? Quels sont nos problèmes? Donc, derrière, qu'est-ce que c'est? C'est axer maintenant une propriété forte de la relation entre un client, nous-mêmes et nos parties prenantes, c'est la confiance. Et la confiance dans ce qui se passe et dans nos modes de réaction, c'est quoi? C'est la transparence. Donc, on est aussi en train de privilégier un mode de transparence. Alors, tout n'est pas bon à se dire, bien évidemment. Vous restez maître de ce qui doit être dit, pas dit. Il n'est pas question de générer ou de distiller une forme d'anxiété, etc. Parce que beaucoup de solutions nécessitent du temps. On ne va pas mettre le feu tout de suite partout. Mais voilà, donc il y a une pratique. Hein, j'apprends en faisant. Donc, il faut s'essayer à ce modèle. Il faut le mettre en place. Il faut apprendre à le piloter dans ses finesses, dans sa granularité, et faire de cela qu'il y ait une stratégie émergente de meilleur cheminement, ce que moi j'appelle une trajectoire. Et le client doit prendre confiance sur ce mode d'activité. Donc, il faut lui donner le sens et il faut le prendre en obligation réciproque. Le client aussi, il est intéressé à cette pratique. C'est la fidélisation que j'évoquais, de ne pas être dans l'insatisfaction. C'est comprendre le sens des choses, pourquoi on le fait, pourquoi on le mène comme cela. Alors, j'ai une autre question concernant donc là le support. Donc, est-ce que GRP Lab peut-il être intégré à un projet pour apporter son support à la construction du modèle? Alors, oui, sous plusieurs formes. Alors, celle que je connais le mieux, c'est celle que je vais pratiquer moi cette année, puisque j'arrive sur une année de thèse où je vais donc démarrer le terrain. Et donc, en tant que chercheur, je vais aller observer et accompagner des organisations à utiliser l'outil business model, d'abord comme outil diagnostic, ensuite comme outil de pilotage et également comme outil d'évolution, enfin, qui permet d'apporter une réflexion sur l'innovation et l'évolution. Donc, il y a une première, voilà, il y a une première porte qui est sur celle d'un terrain de thèse qui peut être vraiment enrichissant. Forcément, je vais vous le présenter comme ça, et pour vous et pour mon travail doctoral. Vous avez une deuxième porte, bien sûr, de partenariat recherche avec l'équipe GRP Lab qui est composée d'une quinzaine de consultants, d'enseignants-chercheurs. Vous avez une troisième possibilité également, c'est on peut vous réorienter vers des consultants qui ont été formés au modèle, puisque l'université fait de la formation pour notamment des structures d'accompagnement et des consultants indépendants depuis presque 10 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, peut-être développer le point sur d'où vient ce modèle, qui en est à l'origine. Enfin, peut-être il y a une question sur la genèse de GRP Lab. Et peut-être aussi au niveau éducatif, ça peut être intéressant de l'évoquer aussi. Je commence sur la genèse. Donc, en fait, la genèse du projet, elle revient au professeur Thierry Verstraete, qui lui-même a eu en fait un parcours d'entrepreneur dans le privé avant même d'embrasser une carrière académique. Et donc, pour avoir créé plusieurs boîtes ou des organisations pour le compte de tiers, donc il y avait cette expérience terrain du directeur de l'équipe recherche qui s'est rendu compte en démarrant des actions formation il y a 15 ans qu'on parlait beaucoup en fait de business plan aux étudiants, qu'on réduisait énormément de dimensions à la partie économique et puis on était dans les années 90 à une époque où le concept de business model faisait une percée sans précédent dans les usages au niveau notamment des entreprises qui relevaient de la net économie et qui à un moment donné devaient expliquer une technologie, un modèle économique, des flux et avoir des messages très clairs pour pouvoir convaincre des investisseurs. Donc il y a une croisée en fait, voilà,
de facteurs qui fait que Thierry Verstraete s'est engagé sur des premières recherches terrain sur le concept de BM. 2009, il encadre une thèse, la thèse d'Estelle Jouison-Lafitte, dans laquelle naît le modèle GRP avec une vision beaucoup plus holistique et, vous l'avez compris, systémique. Donc Estelle, à l'époque, mène ses travaux de recherche sur des entreprises d'innovation technologique entre Bordeaux et la Côte Basque. Et puis en fait, depuis 2009, en fait, il y a eu la création du CI, du Centre d'innovation sociétale. Il y a eu du financement université, fondation de l'Université de Bordeaux, et puis accompagnement d'une banque régionale pour financer ce projet-là. Donc, il y a eu et puis bien sûr des travaux de recherche, alors vraiment divers, auprès de la Fédération française du bâtiment, auprès des porteurs de projets étudiants ou diplômés accompagnés dans le cadre de l'incubateur, et puis un essaimage après au niveau de l'enseignement et une labellisation peut-être dont va vous parler Dominique au niveau national. Alors effectivement, je pense que c'est une composante importante. Depuis 5 ans, alors dans l'enseignement secondaire, comme dans l'enseignement supérieur, on est de plus en plus intéressé à cette diffusion, cette pénétration de la culture de l'entrepreneuriat, parce que derrière, il y a toutes les bonnes vertus des attitudes et des comportements. Aujourd'hui, on en est tous conscients, le recrutement ne se fait plus totalement que plus simplement sur les métiers, plus non plus simplement sur une capacité à maîtriser un mode projet, mais bien sur la capacité de tout à chacun de s'adapter à des situations et de réagir au mieux, cette agilité, cette résilience que l'on souhaite. D'ailleurs, ça porte un nom. Il y a l'entrepreneur et puis il y a maintenant ce que l'on appelle l'intrapreneur, c'est-à-dire ce salarié qui adopte un comportement identique à l'entrepreneur dans une organisation au bénéfice d'une communauté, d'organisation, de partenariat, d'un marché, d'un concurrentiel, etc., etc. Donc, de tout cela, et surtout sur cette région en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes très intéressés à construire une chaîne de valeur autour de tout cela. Donc, cette diffusion de la culture de l'entreprendre avec toutes les vertus que je viens de vous évoquer, aujourd'hui, cet outil, cette méthode, ce point de vue sur les valeurs se diffuse dans un continuum en sein de la Nouvelle-Aquitaine, dans un continuum qui est celui collège, lycée, apprentissage, CFA, enseignement supérieur et vitalisation, problématique de la vitalisation, de la revitalisation des territoires. C'est-à-dire, on croit de plus en plus, parce qu'il y a des transferts de compétences vers les régions, à l'économie de région, c'est-à-dire les régions et vous, à travers votre communauté, vous le savez combien le Conseil régional et d'autres institutions sont là pour soutenir le développement économique en région. Ce soutien, il passe par plein de choses. Il passe aussi par l'idée d'avoir maintenant une forme d'excellence à cette chaîne du talent qui est celle de l'entreprendre. Voilà, faire que au plus tôt, on travaille sur les attitudes et les comportements pour que les élèves du collège au lycée et puis après en pénétration dans l'enseignement supérieur ou voire sur le marché du travail immédiatement, aient tout de suite le vocabulaire, le même point de vue d'outils, etc. Donc, l'outil GRP est un outil qui se déploie maintenant à travers des programmes, parce que le recteur, le ministère en a fait le choix. Le GRP, par exemple, se diffuse dans les collèges, dans les lycées, à travers des travaux dirigés, à travers des filières gestion éco, à travers, etc., à travers d'autres dispositifs portés par des modèles associatifs qui contribuent également à cela, de façon à ce que le collégien, dès le départ, se pose les questions d'entreprendre, à travers quelle vision? Celle que l'on vient de vous présenter. Typiquement, nous avons des exercices dans les collèges où les posters, des collégiens les remplissent. Et je vais aller plus loin. Il y a des projets de collégiens qui créent de l'emploi sur nos territoires. Ça reste marginal, ça va de soi, mais il y a des collégiens qui créent de l'emploi et ça, c'est pas idiot. Et au final, cette garantie, c'est quand ils sortent de l'école et qu'ils vont dans l'enseignement supérieur, et notamment vers les Master 1, Master 2, entrepreneuriat ou autres, comme ceux que propose ou l'IAE, comme le propose l'Université de Bordeaux, c'est de ne pas avoir de disrupture de méthode, d'outils. Ils arrivent, ils ont, je rappelle que quasiment un tiers des chefs des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, expliquent qu'ils avaient déjà leur idée au collège. Ils étaient déjà dans cette prégnance-là. Donc, on les outille de plus en plus. Et donc, vous voyez, il y a un continuum qui fait que ces méthodes, ces outils que l'on considère à la fois très pédagogiques, très structurants et pleines de valeur,
on les met en exercice et on les met en culture parce que, et bien évidemment, le jeu culturel n'est plus à côté. Maintenant, l'enjeu de nos projets, c'est la culture du projet telle qu'elle est portée, la culture de l'innovation telle qu'elle est portée. Et là, il faut cette chaîne de valeur et nous la construisons à travers d'outils de ce type. Donc, la démarche, elle n'est pas uniquement, elle contribue, elle est en partenariat avec la recherche, ça va de soi, mais elle intéresse aussi les institutions locales qui ont en charge la revitalisation du territoire. Elle intéresse les collégiens, les lycéens, les apprentissages, et elle intéresse des tas de partenaires parce que derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle dans l'écosystème la relation école, entreprise et territoire, c'est-à-dire des réseaux qui se constituent pour diffuser vers le monde éducatif le modèle de l'entreprendre, de la création d'entreprise, de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Quand on est dans un système éducatif, on peut être un peu loin de ça. Et à contrario, c'est aussi comprendre dans le middle professionnel qu'il y a une forme de réinvention et d'adaptation de tout ce qui fait l'écosystème éducatif à l'écosystème entrepreneurial. Et c'est cet alignement-là, qui travaille aussi sur les outils et les pratiques, qui fait que des outils de ce type apportent un formidable saut culturel, un formidable saut d'adaptation et de mise en prolongation. Alors, j'ai une dernière question, parce que le temps avance bien. C'est un peu philosophique, je pense. Peut-on imaginer avoir plusieurs porteurs pour un même projet? Et je pense, est-ce que le GRP permet de le gérer, en fait, peut-être aussi? Oui, bien entendu. Bien entendu, et en plus, quand on a, oui, bien entendu, sans difficulté. Et ce qui va être utile et ce vers quoi on encourage nous dans cette composante porteur, c'est d'expliquer quelle est la complémentarité, et c'est en ça qu'il va y avoir beaucoup de valeur ajoutée en fait. Donc oui, bien entendu, il peut y avoir plusieurs porteurs. On peut aussi décliner la proposition de valeur en gamme dans le temps sur les zones géographiques. Bon, donc en fait, la rubrique, elle est pas figée, quelle qu'elle soit, hein, parmi les 9 composantes, et libre à vous, bien sûr, de venir mettre en lumière les points qui vous semblent essentiels. L'objectif du business model, c'est de pouvoir, là aussi, convaincre dans un temps court en ne gardant que des informations pertinentes, essentielles, et en évacuant l'accessoire. Et si dans votre projet, c'est les différentes, les porteurs qui sont à l'origine et qui impulsent le business, c'est ce sur quoi peut-être il faut faire tout de suite quand vous allez raconter votre BM, faire un focus, ou peut-être démarrer plutôt par les parties prenantes, et puis derrière, pourquoi il y a eu une impulsion que l'on dit organisationnelle. Oui, mais le modèle, ça n'est une fois de plus qu'un modèle, et l'objectif, c'est que vous puissiez vous l'approprier pour vos propres organisations, pour vos propres contextes, que vous puissiez, il est là ce modèle pour vous amener à poser des questions et à essayer de trouver des réponses, surtout, parce que c'est pas toujours facile quand on est dans un environnement incertain comme on l'est en ce moment. Mais au moins, vous posez les bonnes questions, c'est où sont mes forces, où sont mes faiblesses à l'intérieur de chacune des composantes. Réutiliser des outils qui existent déjà. Quand on vous parle de proposition de valeur, on est bien sur du mix marketing que le modèle GRP n'a pas inventé, bien entendu. Quand on va parler de compte de résultats prévisionnels, c'est pas le modèle GRP qui a inventé le compte de résultats pour venir le mettre dans la rubrique volume de revenus. Nous, on a simplement autour de ce modèle, on s'appuie sur des méthodes et des outils qui sont déjà éprouvés, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence entre ces composantes et ces outils. C'est ce vers quoi on vous amène dans cette vision systémique. Juste pour apporter une phrase, pas plus, en complément de ce qui vient d'être dit, c'est qu'au final, si je devais résumer ce type d'outil, il apporte évidemment de la clarté et de la pertinence à la connaissance d'un écosystème et de ses évolutions. Et on sait aujourd'hui que les évolutions d'écosystèmes, elles sont sur des temps de cycle extrêmement courts et qui échantillonnent un certain nombre de fois de séquences dans nos projets. Et l'intérêt de piloter avec cette vision-là, c'est qu'elle légitime et elle actualise le positionnement des porteurs. C'est-à-dire qu'à tout instant, on comprend pourquoi les décisions sont prises de cette façon, pourquoi les orientations sont prises de cette façon. Et du coup, on comprend la crédibilité en fond et forme de ce que le projet et pourquoi il s'oriente de cette façon pour assurer une production de revenus et comment il va garantir le succès à terminaison par le partage. L'idée aussi, c'est le partage de tout cela. Voilà, ça sera ma conclusion. Merci à vous deux. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Juste insister sur le fait qu'on vous propose donc un atelier en février, 18 et 25 février, qui sera en distanciel. Hein, donc, ce sera 2 demi-journées.
Donc, j'insiste, si ça vous intéresse, inscrivez-vous à travers le sondage là, que vous recevrez en fin de session ou avec du replay du webinaire sur la chaîne YouTube du pôle. Et puis, donc, je remercie Émilie et Dominique là, pour leur intervention. Et puis, merci à vous tous pour votre participation. Et si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à nous les faire poser. On les fera passer auprès des intervenants si vous souhaitez être en mise en relation avec eux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et merci pour votre participation. Au revoir.